donc poser les questions en ouverture de cette journée. Nous allons tâcher d'y répondre et de vous apporter quelques réponses. Nous allons le faire à la manière d'une énigme ou de mathématique, par poser des données du problème. Ces données sont à la fois environnementales, mais aussi économiques, politiques, sociales et bien sûr géopolitiques. Pour cela, nous avons la chance d'avoir deux des experts mondiaux en un domaine pour en discuter, pour lancer donc cette tentative de trouver les réponses. Je vous demande d'accueillir tout de suite Jean Jouzel et Pascal Lamy. Merci de les accueillir. Messieurs, bonjour, merci beaucoup de votre présence. Vous faites partie de ceux qu'on ne présente pas, mais je vais néanmoins vous présenter. Jean Jouzel, vous êtes glaciologue et climatologue internationalement reconnu. Vous avez reçu, entre autres, le très prestigieux prix Vetlesen, une récompense exceptionnelle, considérée un peu comme le Nobel des sciences, de la Terre et de l'univers. Et vous avez, en 2007, été co-lauréat du prix Nobel de la paix en tant que membre du bureau et vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Le GIEC a rendu bien sûr en septembre son 5e rapport dont on a beaucoup entendu parler. Nous avons la chance de vous avoir parmi nous parce que vous allez donc apporter un décryptage un peu de l'intérieur sur ce rapport. Pascal Lamy, vous êtes entre autres l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, bien sûr. Vous nous livrez votre analyse et vos prévisions sur les grands changements auxquels le monde va être confronté dans les 15 prochaines années sur les plans économiques, politiques, social et géopolitiques et les conséquences que cela aura en matière d'énergie. Je vous invite à prendre le podium, nous allons vous écouter et après il y aura une séance de questions-réponses avec nos deux intervenants. Donc vous pouvez l'applaudir, merci beaucoup. Ça le mettra en forme pour la matinée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour ce moment d'introduction à vos débats d'aujourd'hui. Je vais tenter de débroussailler un peu cette notion de transition énergétique, de la situer dans son contexte mondial et européen et bien entendu, et c'est je crois normal à ce stade, je poserai plus de questions que je n'apporterai de réponses. Il y a des concepts valises comme il y a des mots valises. Un mot valise, c'est un mot que chacun utilise en mettant ce qu'il veut dans ce qu'il entend signifier en l'utilisant. Eh bien, je crois que la transition énergétique est un concept valise. Quand je suis à Bruxelles et que j'entends parler de transition énergétique, il s'agit d'abord de décarboner l'énergie et l'économie. Quand je suis à Washington et que j'entends parler de transition énergétique, il s'agit d'abord de bien investir dans des technologies innovantes d'extraction d'hydrocarbures, quels qu'ils soient. Quand je suis à Pékin et que j'entends parler de transition énergétique, il s'agit pour l'essentiel de lutter contre la pollution. Et donc, la géométrie est très variable selon les endroits de cette planète où l'on se trouve. Si on veut prendre une vue un peu globale, disons sans rechercher une définition trop précise, que la transition énergétique, ce que toutes ces acceptions ont en commun, c'est l'idée d'un changement progressif d'un système à un autre, en l'occurrence d'une certaine relation entre la production et la consommation dans l'économie, question d'intensité énergétique, pas seulement, et aussi d'une transition dans le mix énergétique.
Cette transition est le résultat de facteurs qui poussent, tirent ou freinent, et qui donc agissent dans des sens différents, des moteurs, des freins, qui sont d'ailleurs des forces qui s'apparentent à celles qui sont à l'œuvre dans la mondialisation, qui, comme chacun sait, est la grande transformation du monde contemporain. Donc je crois qu'il faut essayer d'analyser ces forces, qu'on soit autorité publique, qu'on soit entreprise, qu'on soit individu. Il y a là des enjeux très lourds pour l'avenir, ça vient d'être dit, tout en reconnaissant que subsistent de nombreuses incertitudes et qu'au fond, il y a plusieurs modèles de transition énergétique possibles selon les choix qui sont faits, qui sont pour l'essentiel des choix de société, des choix politiques. Pourquoi plusieurs modèles? Parce qu'il y a des facteurs de changement, des facteurs d'évolution, il y a des facteurs de stabilité, il y a des facteurs de volatilité, et que tous ces facteurs agissent, encore une fois, dans des sens différents, et ne peuvent être intégrés qu'au filtre d'une fonction d'utilité collective dont nous savons depuis longtemps qu'en matière énergétique, elle doit combiner des questions de sécurité d'approvisionnement, des questions de compétitivité et des questions de développement humain au sens large, et notamment du point de vue environnemental. Alors très, très rapidement et à grands traits, quels sont les grands facteurs d'évolution qui sont à l'œuvre dans ce processus de transition énergétique? Le premier, et probablement celui qui domine, c'est à la fois la croissance de la demande d'énergie et le grand basculement du centre de gravité de l'économie du monde, en gros de l'ouest vers le reste, comme on dit en anglais. Nous savons tous maintenant que 2012 a marqué un tournant dans l'histoire économique de l'humanité. C'est la première fois que la production de ce qu'on appelait, et de ce qu'on appelle encore les pays en développement, est devenue supérieure à celle de ce qu'on appelle les pays développés. Nous savons qu'à partir de maintenant, la proportion est assez définitivement, en tout cas pour les 30, 40 ou 50 ans qui viennent, dans le sens d'un poids de plus en plus grand des économies des pays en voie de développement, qu'on appelait les pays en voie de développement, qu'on appelle maintenant les pays émergents, et nous connaissons les grands paramètres de ces évolutions, ne serait-ce que parce qu'elles sont en grande partie déterminées par la démographie et par la croissance économique. L'essentiel, si on veut le résumer, étant l'arrivée dans les 20 ou 25 ans qui viennent d'à peu près 3 milliards de personnes sur cette planète, dans ce qu'il est convenu d'appeler la classe moyenne qui, en gros, aujourd'hui, comprend à peu près 2 milliards de personnes sur cette planète. L'arrivée de cette classe moyenne dans le monde de la consommation a évidemment des conséquences énergétiques considérables. Il faut ajouter à cette émergence qui, au fond, préside aux grandes données et aux grandes masses économiques et énergétiques, l'arrivée ultérieure du continents ou de pays qui sont aujourd'hui encore en pré-émergence, et je pense notamment à l'Afrique, où, en gros, il y a encore à peu près, sur cette planète, 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à l'énergie sous forme électrique, à peu près 50% de cette population est en Afrique, et donc il faut aussi penser non seulement à la Chine, à l'Inde, à l'Indonésie, au Mexique, à la Turquie, à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les émergents classiques, si je puis dire, mais aussi à cette vague de pré-émergence qui interviendra par la suite. Donc ça, c'est le premier grand changement, augmentation prévisible forte de la demande d'énergie dans ces économies. Deuxième élément évidemment important, la pression environnementale liée aux
réchauffement de la planète, au rôle des gaz à effet de serre dans ce réchauffement, étant entendu que, disons, en gros, 2/3 des sources d'émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur énergétique. Je n'insiste pas, je ne détaille pas ce point, mais c'est évidemment une composante essentielle des changements qui soit sont à l'œuvre, soit devraient être à l'œuvre. Troisième grand facteur d'évolution, les changements technologiques et la manière dont ils sont plus ou moins rapidement intégrés par les marchés. On l'a vu dans le cas du gaz de schiste aux États-Unis, ce qui implique un assez gros changement, une économie mondiale dans laquelle les Américains sont importateurs nets et une économie mondiale dans laquelle les Américains deviennent exportateurs nets n'est pas tout à fait la même, évidemment. C'est le cas en matière d'optimisation de l'utilisation de l'énergie ou en matière d'efficacité. C'est le cas sur des sujets scientifiquement complexes comme les questions de captage et de stockage du carbone. C'est le cas aussi sur la 4e ou la 5e génération de réacteurs nucléaires. Donc nous savons qu'il y a là un gros facteur de changement technologique, même si, encore une fois, il est difficile d'en prévoir le sens. Donc il y a des facteurs de changement mondiaux, globaux, qui sont partie des forces de la globalisation qui sont à l'œuvre. Il y a aussi des facteurs de stabilité, je crois, qu'il ne faut pas non plus négliger. Tout n'est pas changement, et notamment deux facteurs, à mon avis, essentiels. Le premier, c'est la prédominance persistante des énergies fossiles, en gros 75% de l'ensemble, et aussi de leur spécialisation, qui, à mon avis, est trop souvent négligée dans les raisonnements politiques ou économiques globaux. On connaît, disons, les énergies fossiles sous forme liquide, sous forme solide, sous forme gazeuse. Ce qu'on mésestime, à mon avis, ce qu'on surestime, à mon avis, en général, c'est leur substituabilité, qui, finalement, n'est pas si grande que ça. Chacune de ces énergies, en tout cas le pétrole par rapport au gaz ou au charbon, s'étant en quelque sorte spécialisée et intégrée dans des chaînes de production, de distribution, de consommation mondiale qui sont assez stables. On sait que le pétrole, c'est l'énergie de la mobilité, on sait que c'est l'énergie des moteurs, on sait qu'il se caractérise par rapport aux autres formes d'énergie fossile par de très faibles coûts de transport et qu'il se caractérise par rapport aux autres énergies fossiles par une situation de rente absolument considérable. Alors on peut l'évaluer à 1 000 milliards d'euros par an, d'autres qui l'évaluent à 2 000 milliards de dollars par an. Ça dépend un peu des hypothèses qu'on fait, mais ce qui est certain, c'est que cette situation de rente domine l'économie pétrolière comme nulle part ailleurs dans l'économie mondiale, et en tout cas maintenant plus ou pas dans la partie gaz ou charbon, ces deux énergies étant en quelque sorte beaucoup plus substituables, avec des coûts de transport qui sont évidemment beaucoup plus élevés en proportion, ce qui justifie des choix de localisation qui sont plutôt sur des installations fixes que sur des installations mobiles. La différence en matière de gaz et de charbon est qu'évidemment, dans ces deux cas, on est beaucoup plus dans des systèmes de marché. La rente pétrolière est un système hors marché, il est totalement exceptionnel, encore une fois, dans l'économie d'aujourd'hui. Le gaz et le charbon, eux, au fond, sont en quelque sorte des commodités à peu près normales. Je n'ai pas parlé d'électricité, et je n'en parlerai pas, parce que, disons, de mon point de vue, l'électricité, ce n'est pas une question énergétique, ce n'est pas une énergie. L'électricité, c'est un service énergétique haut de gamme qui est offert à un certain nombre de populations ou d'installations sur cette planète.
Deuxième, et je m'arrêterai là sur les facteurs de stabilité, deuxième grand facteur de stabilité, c'est la sensibilité politique très forte de ces questions, pour des raisons qui tiennent d'abord au fait que c'est évidemment un facteur de production essentiel, et donc ça pèse beaucoup sur la compétitivité, sur la performance des économies. La deuxième, c'est aussi que du point de vue du consommateur, c'est un élément de confort essentiel, et que, disons, les comportements de consommation d'énergie sont encore extrêmement divers sur cette planète, avec en gros des riches, comme ceux qui sont réunis dans cette salle aujourd'hui, qui sont en général à la fois efficaces et voraces en énergie, et puis des pauvres qui sont en général inefficaces et assez sobres par nécessité. Ces composantes constantes, si je puis dire, dans l'humanité se déclinent évidemment de manière extrêmement différente selon les pays et selon les périodes. Et puis n'oublions pas que, d'une manière générale, la consommation énergétique est l'objet de systèmes de taxation qui sont très importants dans les recettes et dans les trésors publics, et que le débat sur les questions de fiscalité énergétique tient toujours une très très grande place et est une connexion très souvent chaude avec les débats politiques intérieurs. Dernier élément de contexte, les facteurs de volatilité. Il y a des facteurs de changement, il y a des facteurs de stabilité, et puis il y a des facteurs de volatilité, indépendamment même de la manière dont les facteurs de changement et les facteurs de stabilité s'articulent entre eux. C'est le cas en matière de prix, pour diverses raisons, et on sait que la volatilité sur les prix est quelque chose qui est difficile à analyser dans ce secteur. C'est le cas des dispositifs énergétiques en général, les conditions dans lesquelles, par exemple, nos amis allemands ont décidé de sortir du nucléaire à la suite de Fukushima, n'était pas quelque chose qui était très programmé, même si on peut penser que c'était la conséquence normale de certains mythes nordiques qu'on avait d'ailleurs déjà vus à l'œuvre en Allemagne. Il y a évidemment un facteur géopolitique. On regardait ce matin sur les marchés le fait de savoir si cet accord ou ce début d'accord, est-ce qu'on est à 80, 50 ou 30% d'un vrai accord avec l'Iran sur le nucléaire, évidemment, conséquences immédiates sur les marchés, et puis évidemment aussi des phénomènes comme cette crise économique qui a frappé le monde depuis 2008 et qui a totalement, en quelque sorte, perturbé les prévisions ou les scénarios établis à l'avance. Et donc, pour me résumer sur ce point, l'action de toutes ces forces est encore assez incertaine, assez imprévisible. Si vous regardez, et pardon de parler d'un concurrent, mais c'est quand même celui qui produit la meilleure qualité d'études sur cette question, les scénarios de BP, ou si on regarde quelque chose qui peut-être est plus objectif, qui sont les perspectives énergétiques de l'Agence internationale pour l'énergie, qui sont de très très bons travaux qualitatifs. Une fois qu'on a lu un peu tout ça, on ne peut tirer qu'une conclusion, c'est que il n'y a rien d'écrit, que tout ce qui est prévision, même si c'est notamment le cas dans les études BP, ça prend la forme d'un décret céleste incontournable. Je crois que la réalité est que les choses sont beaucoup plus complexes et que finalement plusieurs modèles de transition sont possibles à l'intérieur de ce jeu de force que je viens de décrire à très grands traits, à trop grands traits peut-être, et que au fond tout ceci dépend d'arbitrage de nature économique, sociale, politique, entre ces trois variables que j'ai brièvement indiquées tout à l'heure, la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité économique et les questions de développement humain, qu'il s'agisse de l'environnement, de la soutenabilité économique du modèle économique et énergétique, qu'il s'agisse aussi des inégalités, voire des questions de précarité énergétique qui
n'avaient pas grande place dans le débat politique il y a encore 10 ou 20 ans et qui, aujourd'hui, tiennent une place importante dans certains pays, y compris dans des pays développés. Selon les coefficients que chaque société, chaque pays, chaque groupe met sur chacune de ces trois variables, la compétitivité, la soutenabilité humaine, disons pour faire bref, et les questions de sécurité, alors les modèles de transition énergétique disponibles sont différents. Un mot avant de conclure sur le cadre réglementaire, à la fois au niveau mondial et au niveau européen, qui est de nature à influencer ces choix entre divers modes de transition énergétique possibles, dans la mesure où ils peuvent représenter une sorte de fonction d'utilité collective, supposant que certains des coefficients à mettre sur sécurité, sur compétitivité ou sur soutenabilité soient en quelque sorte bornés par soit une fonction d'utilité au niveau global, soit une fonction d'utilité, dans le cas de notre pays, au niveau européen. Au niveau mondial, on en est très loin. On en est très loin parce que, et c'est au fond assez naturel, vous avez à peu près 200 pays souverains sur cette planète, et que, à la fois dans la régulation mondiale de l'échange énergétique, et j'ai vécu cette question quand j'étais directeur général de l'OMC pendant 8 ans, mais aussi dans les questions de changement climatique, on voit bien, et c'est d'ailleurs une caractéristique fréquente de la gouvernance des questions mondiales à l'époque dans laquelle nous sommes, on voit bien que le système est pour le moins pointillé, parfois inexistant, et très souvent bloqué, même quand on a décidé d'essayer de trouver cette fonction d'utilité collective. C'est le cas en matière de régulation de l'échange mondial, où par rapport à d'autres secteurs de l'économie, l'énergie est totalement sous-gouvernée, sous-régulée au niveau mondial, en laissant béantes des questions de régulation telles que la concurrence, par exemple. Il n'y a rien qui ressemble à une règle globale sur la concurrence, et en tout cas pas dans le secteur énergétique. Et on sait qu'il y aurait quand même quelques raisons de s'y intéresser de près. C'est très peu le cas en matière de restrictions à l'échange, par exemple en matière de restrictions à l'exportation, et en matière énergétique, comme chacun sait, l'obstacle à l'échange le plus menaçant, ce n'est pas la restriction à l'importation, c'est la restriction à l'exportation, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un commerce fatal. Si j'ai beaucoup d'énergie, j'ai tendance à la vendre, si je n'en ai pas, j'ai tendance à en acheter. C'est le cas aussi en matière de régime de subvention, où, disons, les règles et la jurisprudence de l'Organisation mondiale du commerce sont encore extrêmement peu développées si on le compare à d'autres secteurs comme, par exemple, l'industrie, l'agriculture, voire même les services. Donc là, il reste un enjeu qui, pour l'instant, est mal assuré, qui est celui de l'ouverture de l'échange. Le grand principe que nous devons avoir en tête est celui qui doit dominer toute régulation un peu plus précise, et ce serait souhaitable au niveau mondial de ces questions d'échange énergétique, c'est d'assurer l'ouverture de telle sorte que des continents comme l'Europe, des pays comme la Chine, des pays comme le Japon, qui sont, et j'y reviendrai, très dépendants, puissent avoir la sécurité nécessaire. La régulation de l'échange international est, au fond, la meilleure manière, si l'on assure que le système est ouvert, pour assurer au plan global ce paramètre, ce coefficient de sécurité énergétique. Au niveau mondial, on ne peut pas évidemment ne pas tenir compte de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas en matière de négociations climatiques. Je crois que vous en parlerez, et c'est bien naturel, juste après cette introduction. Il est évident, et je n'insiste pas sur ce point, que selon ou non qu'il existe un consensus international global sur
des disciplines à suivre en matière d'émissions de CO2. L'ensemble du paysage et de la relation entre l'énergie et le climat au niveau global en sera affecté. Mais nous savons aussi que c'est là que ça coince, en quelque sorte. Je n'étais pas à Varsovie cette fois-ci. Les récits que j'en ai eus d'amis ou de connaissances qui y étaient sont tout à fait dans la tonalité du quelque chose d'assez décevant une fois de plus, étant entendu qu'il n'y a pas pour l'instant suffisamment d'accord sur, au fond, est-ce que les pays émergents sont des pays riches avec beaucoup de pauvres ou sont des pays pauvres avec beaucoup de riches? Et selon la manière dont vous répondez à cette question, que ce soit d'ailleurs dans les négociations commerciales multilatérales ou que ce soit dans les négociations sur le changement climatique, la réponse est différente. Si je suis américain, pour caricaturer, je considère que la Chine est un pays riche avec beaucoup de pauvres. Si je suis chinois, je considère que la Chine est un pays pauvre avec beaucoup de riches. Et je regarde, si je suis américain, les émissions chinoises au total. C'est vrai que les Chinois sont devenus les principaux émetteurs de gaz carbonique sur cette planète, mais si je suis chinois, je regarde les États-Unis comme le principal émetteur par tête. Et selon la manière dont on s'y prend, on conçoit qu'il soit difficile à des diplomates de se mettre d'accord. Donc là, au fond, peu d'espoir, à mon avis, à court terme, de disposer d'une fonction d'utilité qui encadre certaines de ces variables. Avant de conclure, un mot sur l'Europe. Nous savons que, comme la Chine, comme le Japon, l'Europe a une faiblesse structurelle, un handicap énergétique qui est celui de sa dépendance, à la fois dans les volumes et dans les prix de ce qui se passe à l'extérieur, d'où évidemment un problème potentiel de compétitivité. Et nous savons que, disons, si on attribue à l'Europe ou au Japon un certain avantage comparatif en matière d'efficacité, qui vient peut-être du fait que la sensibilité environnementale a été développée un peu plus avant en Europe ou au Japon que dans d'autres pays, nous savons que les enjeux de gouvernance européens sont entiers et que entre l'ambition européenne de se donner une gouvernance énergétique et la réalité, il y a un gouffre qui s'est ouvert ces dernières années, au point que entre, disons, la grande théorie, le grand objectif pour 2020, 20-20-20, moins 20% d'émissions de CO2, 20% d'énergie renouvelable et 20% d'augmentation de l'efficacité énergétique, entre cette formule qui est très séduisante du point de vue de ce que c'est que l'identité et la civilisation européenne, et puis la réalité de tous les jours, nous avons des turbulences qui font qu'en quelque sorte, il faut, je crois maintenant, remettre à plat les arbitrages européens sur ces questions. La technologie a changé, la crise économique a apporté son lot de changements, la vitesse de changement économique dont j'ai parlé tout à l'heure du monde rebat un certain nombre de cartes, et donc qu'il s'agisse de la réalisation enfin de ce qu'on pourrait appeler un marché intérieur européen de l'énergie, qu'il s'agisse de coopération en matière d'infrastructure, qu'il s'agisse d'encadrer les différents paramètres qui relient l'énergie au changement climatique en matière de régulation, en matière de taxation du carbone ou en matière d'échange et de quotas d'émissions, entre l'ambition européenne et la réalité de la capacité de la gouvernance européenne à incarner ces ambitions, il y a aujourd'hui, je crois, un grand trou dont il faut espérer que ce sera un des sujets qui seront débattus à l'occasion des élections européennes. Nous avons, quand je dis nous, c'est l'Institut, le think tank qui m'accueille en ce moment quand je suis à Paris, qui s'appelle Notre Europe Institut Jacques Delors. Nous avons mis sur la table, il y a 2 ans, un projet de communauté européenne de l'énergie qui, en quelque sorte, revient aux sources et qui, de ce point de vue-là, offre, je crois, un cadre de pensée possible. Terminons en 2 mots en disant que ce secteur mondialisé a un besoin qui aujourd'hui est mal assuré, qui est un besoin de stabilité, qui est un besoin de prévisibilité. Ce n'est pas
à vous chez Total que je vais apprendre que des investissements, ça se juge à 20, 30, 40 ans dans ce secteur. Et donc, plus l'horizon est lointain, plus on a besoin d'un cadre stable. Et ceci suppose une articulation réglementaire entre le monde, l'Europe et les opérateurs nationaux qui, comme je l'ai dit, aujourd'hui manquent. Deuxième élément de conclusion, nous savons bien, nous pressentons bien qu'à la fin du fin, ces arbitrages entre différents coefficients sur différentes valeurs se traduisent par un choix de société, par un choix politique. Et si j'avais à résumer l'essentiel de ce choix politique, je dirais que c'est le prix du carbone. C'est le prix du carbone qui fera, dans une économie capitaliste de marché globalisée, qu'on trouve ça bien ou pas bien, je pense que c'est une réalité, c'est le prix du carbone qui exprimera la préférence politique et sociale pour les questions de moyen et de long terme. Autrement dit, si vous avez un taux d'actualisation dans la tête qui correspond à apporter la solution des grands problèmes des générations futures, alors vous avez aussi un prix du carbone dans la tête. Je vous laisse le soin de dire quel est ce prix du carbone, mais je suis persuadé qu'il en est un. Et puis, dernier point, la vraie question qui, je crois, faut se poser, si on essaie de changer un peu cette réalité, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est encore braneuse, alors qu'on a besoin de transparence et de règles, c'est au fond quelle est la bonne coalition pour mener ces changements, d'où viendra l'énergie politique qui est nécessaire à l'évolution de ce mix énergétique et de ce rapport entre l'économie et l'énergie qu'elle consomme. Je viens de publier il y a un mois le rapport d'une grande commission mondiale qui a été faite avec le concours de Oxford Martin School, qui est une école à Oxford très très récente, pluridisciplinaire, et qui consiste à, disons, s'interroger sur les défis du futur. Et pour ce faire, on a regardé en gros 10 grandes questions globales qui ont marché au cours des 30 dernières années, 10 grandes questions globales qui n'ont pas marché. Pourquoi, en gros, le sida, ça a marché? En gros, pourquoi la surpêche dans les océans, ça ne marche pas? Eh bien, il y a sur le changement climatique des questions de ce type. Et là, je crois que la solution, et c'est l'idée sur laquelle je voudrais vous laisser et sur laquelle j'aimerais avoir l'opinion de celui qui va me succéder maintenant, au fond, la bonne formule, je ne dirais pas la martingale, mais il y a un peu de ça, là où ça a marché, ça n'a pas marché sur un pied seulement. Ça a marché en général sur 3 pieds, des autorités publiques, des entreprises, le monde du business et la société civile. Et je crois que c'est ce modèle qu'il faut avoir en tête pour gérer cette transition énergétique. Chacune de ces 3 parties, autorités publiques, et quand je pense aux autorités publiques, je ne pense pas seulement aux États ou à l'Europe, mais aussi aux villes, qui deviennent un acteur public majeur dans ces questions internationales. Je crois que c'est à l'intérieur de cette coalition qu'en fonction de préférences collectives qu'il va falloir, pour nous, Français, pour nos amis allemands et pour d'autres Européens, d'abord mieux européaniser et ensuite, le jour venu, mieux mondialiser. Je pense que c'est à l'intérieur de cette coalition que se trouveront les équilibres et les réponses à ces questions de quel modèle, compte tenu de la diversité des possibles. Et ce que j'espère, c'est que votre débat d'aujourd'hui contribuera à nous faire avancer dans cette direction. Merci de votre attention. Merci beaucoup Pascal Lamy pour ce panorama passionnant. Nous allons donc zoomer maintenant sur l'une des données de ce problème que vous venez de soulever vous-même, la lutte contre le changement climatique avec vous, Jean Jouzel. Donc le GIEC a publié, je le disais tout à l'heure, début octobre, son 5e rapport. Très brièvement, les 3 points, si je vous donne les 3 points à retenir, ce sont lesquels? Ah oui, merci beaucoup, bonjour. Je réponds 30 secondes à Pascal Lamy. On est sur la même ligne pour beaucoup des points que vous avez évoqués. J'ai été récemment co-rapporteur d'un rapport sur la transition énergétique au titre du
Conseil économique, social et environnemental, et vous retrouverez ces points concernant en particulier le rôle important de l'Europe, la nécessité, je crois, d'une taxe carbone, et aussi la nécessité que tout le monde s'implique, aussi bien les entreprises, la recherche aussi. L'innovation est aussi très importante pour moi, la société civile et bien sûr l'État, mais chacun d'entre nous. Et là-dessus, je suis vraiment sur cette ligne. Alors pour Alex, oui, donc le GIEC, simplement rappeler ce que la mission du GIEC, elle est simplement de faire un diagnostic sur tous les aspects liés au rôle des activités humaines sur le réchauffement climatique. Je dis cela parce que le rôle du GIEC n'est pas de faire des recommandations aux politiques, elle est simplement de donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. C'est bien ça le GIEC, il a été, c'est une expertise que je dirais qui est collective, ce qui fait sa force, transparente, vraiment très ouverte, il y a beaucoup de débats. Et donc on est au 5e rapport du GIEC. Le GIEC se met en place en 88 à l'initiative de l'OMM et de la branche environnement des Nations Unies. Et puis, bon, le premier rapport est quand même à l'origine de la Convention climat, 92. Second rapport, 95. Donc c'est vraiment, ça a joué un rôle important dans Kyoto. Et à partir du troisième rapport, nous commençons à affirmer de façon de plus en plus claire, et ça s'est encore confirmé dans le 5e rapport, le rôle des activités humaines dans le réchauffement récent. Et donc bien sûr, le 4e rapport était disons, je dirais, le pilier des discussions de Copenhague qui n'ont été qu'un demi-succès, mais qui ont quand même amené cette notion de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc les 3 points principaux du 5e rapport, nous en sommes simplement au premier volet, les aspects scientifiques. 3 points importants, la confirmation que le réchauffement est sans équivoque et sans précédent. J'aime bien montrer ici, si vous regardez sur les écrans, on voit par exemple l'élévation du niveau de la mer en bas à droite est vraiment un indice du réchauffement climatique global parce qu'il intègre à la fois la dilatation de l'océan, l'expansion thermique liée au réchauffement des océans, et puis la fonte des glaciers, qu'ils soient des glaciers tempérés ou plus récemment les glaciers polaires. Le deuxième point, c'est l'attribution, je l'ai déjà dit, nous attribuons de façon très claire, disons, en tout cas, disons qu'il y a plus de 95 chances sur 100 que large part du réchauffement climatique des 50 dernières années est déjà liée aux activités humaines. Le troisième point, c'est que nous donnons un petit peu un cadre à l'objectif, par rapport à l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés. Ce n'est pas le GIEC qui l'a décidé, c'est une décision de la Convention climat. Eh bien, nous arrivons à cette conclusion que globalement, il ne faudrait pas émettre plus de 800 milliards de tonnes de carbone, enfin de gaz carbonique sous forme de, enfin plus de 800 milliards de tonnes de carbone. Donc, en fait, on en émet 10 milliards chaque année. On en a déjà émis les 2 tiers. Il nous en reste à peu près 270 milliards à émettre, de l'ordre de 27 ans, 30 ans. Donc, si on veut rester dans cet objectif de 2 degrés. Si j'ai bien compris, cette édition est quand même beaucoup plus alarmante. On va d'édition alarmante en de plus en plus alarmante. Elle est en tout cas plus, oui, elle est dans la continuité. Elle confirme tout ce que nous savions dans le 4e rapport. On arrive à peu près à des chiffres à peu près équivalents pour le réchauffement. On a changé de scénario. Les scénarios ne sont pas exactement les mêmes, mais les réchauffements, vous voyez à droite, si on émet beaucoup de gaz à effet de serre, le réchauffement dans le 5e rapport du GIEC, les réchauffements moyens sont un peu inférieurs à 4 degrés. 4 degrés, c'était la valeur des scénarios les plus émetteurs dans le cas du 4e rapport du GIEC. Là où on a un peu, disons, où les chiffres sont plus élevés, c'est pour l'élévation du niveau de la mer. C'est plutôt presque jusqu'à 1 mètre. Dans le cas du scénario le plus élevé, c'est lié au fait que nous tenons beaucoup mieux compte dans ce rapport des contributions du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest à l'élévation du niveau de la mer. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, c'est plus, disons, un peu plus alarmiste pour ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer. Quelles sont les prochaines grandes échéances ? Donc 2 échéances, donc nous en sommes qu'au premier volet du rapport. Le second volet, c'est en mars prochain, et on en saura plus sur les conséquences, sur l'adaptation au réchauffement climatique, et en avril, sur plus les aspects socio-économiques. Donc justement, c'est peut-être là où le prix du carbone sera discuté. Je crois qu'il y a des messages forts quand même par rapport au second et troisième rapport, c'est que l'adaptation ne peut pas tout faire. Donc, bien sûr, on a une capacité d'adaptation, mais c'est justement l'idée qui est derrière cette limitation du réchauffement à 2 degrés, c'est que si on y arrive,
ce que j'espère, ce qui sera très difficile, on s'en rend bien compte tous, eh bien on espère s'adapter pour l'essentiel au réchauffement climatique. Ça reste quand même, mais aussi cette difficulté, disons ce véritable défi de rester en dessous de 2 degrés par rapport aux émissions de gaz à effet de serre sera certainement redit encore plus clairement dans le rapport de septembre. Alors tout le monde parle de la grande conférence des Nations Unies, bien sûr à Paris en décembre 2015. Qu'est-ce qu'il faut en attendre selon vous? Bon, j'étais à Varsovie la semaine dernière avec la délégation française. Difficile, hein, il n'y avait pas une grande ambiance, pas beaucoup d'optimisme sur la mise en route, disons, de ce que nous espérons pour 2015. Pour 2015, pourquoi donc la conférence 2015 sera organisée en France, 2014 Lima. Ce qu'on attend, c'est effectivement des décisions dont on espère en tout cas qu'elles pourraient nous mettre sur la route d'une stabilisation du réchauffement climatique le plus proche possible de 2 degrés. Et pour cela, il faut à la fois avoir plus d'ambition entre 2015 et 2020 en termes d'émissions. On sait déjà qu'on est en dehors des clous par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur cette trajectoire. Et puis surtout mettre pour l'après 2020 sur pied un accord qui cette fois engage tous les pays. Et on a vu à Varsovie que la Chine était encore loin d'accepter l'idée d'être passée dans les pays en voie de développement. Je vous mets tout de suite sur le grill. Est-ce que vous pensez, vous, qu'un accord international est possible? Et si oui, à quelle échéance? Bien, ce que j'aimerais, c'est que je pense qu'on a dans cette grande conférence, Pascal Laville sait bien, il y a toujours des accords à la fin, on signe toujours quelque chose, mais le problème c'est de savoir si l'accord qui sera signé sera à la hauteur de l'ambition dont on a discuté. Hein. Donc c'est bien ça. Et ça c'est beaucoup plus. Qu'il y ait un accord, il y en aura un. Ce que je pense, les grandes échelles de temps, il faut les voir à l'échelle des décennies. Ce sur quoi il faut jouer, enfin j'ai aussi participé au débat national sur la transition énergétique en France, il faut jouer sur les investissements dans tout ce qui concerne le logement, le transport, ce sont des échelles de temps très importantes. Donc il faut voir aussi à échelle de 10, 20, 30 ans, bien sûr dans le logement aussi, dans l'efficacité énergétique. Donc les échelles de temps dépendent dans l'action de tous les jours. Je crois aussi très fortement à l'action des villes. J'étais récemment à la conférence des maires des grandes villes de France à Nantes. Donc je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc les échelles de temps sont effectivement un peu différentes pour les problèmes de transport, disons grands investissements. Mais c'est aussi des échelles de temps qu'il faut regarder. Il faut regarder les émissions qu'on devrait essayer de limiter rapidement en espérant que ces émissions redescendront. Mais il faut aussi voir, il faut que tous les investissements soient orientés vers une énergie sobre en carbone. C'est ça qui, je crois, est important. Je n'arrive pas à savoir, vous êtes optimiste ou pessimiste en un mot? J'étais plus optimiste il y a une dizaine d'années. Je suis assez pessimiste actuellement sur notre capacité collective à atteindre cet objectif de 2 degrés. Pascal Lamy, aussi partagé entre l'optimisme et le pessimisme? Non, moi je suis plutôt optimiste de nature. Mais là, disons, j'ai passé en gros une vingtaine d'années dans le système international quand j'étais commissaire européen et les questions climatiques étaient à l'époque très importantes pour l'Europe. Hein. J'ai négocié à l'époque avec Poutine les conditions d'accession de la Russie à l'OMC contre la ratification par la Russie du protocole de Kyoto. Donc c'était un sujet majeur. Bon. Et dans les 8 ans que j'ai passés à l'OMC, qui n'ont pas été les meilleures années de l'économie internationale, je ne suis pas très optimiste. D'abord parce que c'est très difficile de mettre d'accord des pays sur des engagements de réduction de leurs émissions de CO2 dans des conditions économiques, sociales aussi différentes que ce qu'il y a sur la planète. Inévitablement, ça pose des problèmes en quelque sorte de solidarité, de répartition. Si je suis un pays pauvre et que je sais que j'ai des efforts à faire qui vont être nettement supérieurs à ce que les pays riches qui me demandent de le faire ont fait au cours des 100 dernières années, je vais quand même à peu près l'avoir mauvaise. C'est très difficile, donc je vais demander des contreparties. Et puis il y a aussi le fait qu'on a hérité avec Kyoto d'un système très, très légal, un vrai traité, sauf que, pas de bol, il n'y avait ni les États-Unis, ni les pays en développement dedans, et donc que ce modèle qui est un peu le nirvana des écologistes, hein, c'est-à-dire chacun a sa dose de CO2, pas plus, et sinon il y a des disciplines, ce modèle est mort. Et donc il faut le remplacer par quelque chose de différent, et c'est d'ailleurs à mon avis la raison pour laquelle
j'aurais personnellement plus confiance dans une coalition telle que celle que ce rapport de l'Oxford Martin School que j'évoquais tout à l'heure propose, c'est-à-dire 20 pays, 30 mégapoles et 40 grandes multinationales. Je pense que c'est autour d'une table comme celle-là que viendra plus vite une solution qu'elle ne viendra des diplomates climatiques qui, comme les diplomates commerciaux ou comme les diplomates économiques ou comme les diplomates tout court, sont pas très très efficaces sur cette planète. Nous sommes suivis, vous le savez, sur Twitter. Je pense que nous avons des questions, j'imagine. Donc, on va afficher ça. Voilà, donc ça arrive. Donc, sur Twitter, comment se fait-il alors que l'augmentation de la demande était prévisible? Nous n'avons pas voulu anticiper. Vaste question. Il nous reste 5 minutes pour les questions-réponses. Donc, très brièvement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé tout ça? Je pense qu'on a parfaitement prévu l'augmentation de cette demande. Et encore une fois, si vous prenez toutes les études, et il y en a d'excellentes sur le marché, j'ai cité celle d'un de nos concurrents ou les études de l'Agence internationale de l'énergie, si vous regardez ça sur les 10 dernières années, tout ceci a été parfaitement anticipé. Et si quelque chose n'a pas été bien anticipé, ce n'est pas l'augmentation de la demande, c'est la baisse de la demande à l'occasion de la crise économique et les conséquences que tout ça a, notamment sur les marges que ça a offert, si je puis dire, à bas prix. 10% de chômage ou 11% de chômage comme dans d'autres pays, ça veut dire moins d'émissions de CO2. C'est pas la bonne équation. Oui, donc... Oui, c'est vrai que l'AIE a anticipé, mais il faut bien, dans cette anticipation enfin bon, c'est vrai que la Chine a été vraiment contributrice, mais pour une part aussi pour des biens que nous utilisons chez nous. Mais il faut aussi mettre que dans ces rapports de l'AIE, l'AIE parle aussi de réchauffement climatique de 4 à 6 degrés. Donc c'est bien ça l'équation. C'est donc dans le même rapport. Ce ne sont plus les climatologues, mais les énergéticiens qui endossent aussi, disons, un peu ce cri d'alarme, parce qu'il faut bien voir que c'est vrai. Donc c'est bien là le problème qu'on a fait face. Bien sûr, il y a disons, si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, il faut effectivement quand même qu'on aille vers une société sobre en carbone. Les signaux ne sont pas là, je suis d'accord, mais d'un autre côté, je pense que la nécessité est là. Bien, je me retourne vers mes confrères journalistes. Vous pouvez vous présenter. Bonjour, Benoît Ballet, donc journaliste en formation. Une question pour vous, Monsieur Lamy. Donc vous parlez d'une coalition entre 20 pays, 30 mégapoles, 40 multinationales, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas aussi inclure certaines ONG ? Non, pour moi, elles font évidemment partie du débat. Disons, elles font partie de la sphère publique. Quand je dis État, business, société civile, la formule qui est proposée, que nous suggérons dans ce gros rapport, qui a fait pas mal de bruit dans le monde, surtout dans le monde anglo-saxon, pour l'instant il n'existe qu'en anglais, c'est vrai que, disons, les 3 pieds de la coalition gagnante sur des choses comme le sida ou comme la surpêche dans les océans, c'est des autorités publiques, de la société civile et du business. En l'occurrence, sur le climat, nous pensons, et c'est le centre des délibérations dans cette commission, que la société civile a acquis les moyens d'influencer, en quelque sorte, chacun des 3 acteurs suffisants. Il suffit de voir, d'ailleurs, disons, à Varsovie, le rôle que la société civile a joué dans la dramaturgie du moment, en entrant, en sortant, en rendant des badges. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, l'acteur société civile est vraiment engagé dans les questions de changement climatique. Bonjour, Monsieur Lamy, j'ai une question ici de Total. Vous avez parlé des acteurs principaux concernant l'avenir. Donc, nous avons l'autorité publique, nous avons les entreprises, nous avons la société civile. De la perspective des entreprises, on aime bien à faire les études économiques pour considérer si nous allons avancer avec un investissement, par exemple. Donc, on parle de valeur aujourd'hui et valeur demain. On parle de génération aujourd'hui, génération demain, également accès à l'énergie aujourd'hui et l'accès à l'énergie demain. Comment est-ce que nous pouvons valoriser les générations
de demain? Et est-ce que c'est le même, ou est-ce que c'est les moins, ou est-ce que c'est plus de la génération aujourd'hui? Vaste question. Le titre en anglais de ce rapport dont je parlais à l'instant s'appelle « Now for the long term ». La question, c'est comment prend-on en compte, reprend-on en compte, réintroduisons-nous ces questions de long terme qui sont fondamentales pour les générations qui viennent dans un système qui, à la fois, compte tenu de la nature du capitalisme de marché et de la crise qu'il vit depuis 2008, est forcément, en quelque sorte structurellement, penché sur le court terme. C'est un énorme problème parce que parmi les coefficients dont je disais tout à l'heure qu'il serait souhaitable qu'ils convergent d'abord au niveau européen pour nous Français et puis ensuite au niveau mondial, il y a évidemment un taux d'actualisation. Aujourd'hui dans le monde, le taux d'actualisation qu'utilise le gouvernement indien pour faire ses calculs macroéconomiques, c'est 12%. Le taux d'actualisation qu'utilise l'Agence américaine de l'environnement, c'est 2%. De 2 à 12, il y a 10 points d'écart dans, en quelque sorte, la préférence que vous avez pour le présent ou pour l'avenir. L'humanité globalisée et en voie de globalisation et d'interconnexion encore plus rapide dans les décennies qui viennent qu'elle ne l'a été dans les décennies précédentes, ne peut plus, à mon avis, tolérer un tel écart de taux d'actualisation dans des acteurs qui aujourd'hui sont aussi proches les uns que les autres. Et ce que vous dites pour l'entreprise est vrai pour l'humanité. Et disons, une des fonctions des multinationales, et Total en est une, et il y en a d'autres dans d'autres business que l'énergie, c'est en leur propre sein, à l'intérieur de leur propre projet d'entreprise, d'aboutir à des vues communes, y compris sur ces questions. Et c'est en ce sens que je pense que, de même que Oxfam ou WWF, des multinationales ont leur contribution à apporter à, en quelque sorte, ce rétrécissement de préférences collectives qui sont aussi incroyablement différentes sur des sujets qui sont devenus vitaux pour l'humanité. Merci beaucoup à vous deux, Jean Jouzel et Pascal Lamy. On pourrait discuter pendant des heures. Malheureusement, vous avez une journée très chargée, donc je suis obligé de couper là. Je vais vous demander de les applaudir tous les deux d'avoir donné quelques réponses. Merci.